Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui, et on se retrouve pour la suite de La colère des justes. Alors, avant de démarrer, j'ai quelques petites choses à vous dire. Est-ce que vous savez que j'ai créé un Discord pour tout le monde? On puisse tous se retrouver, discuter ensemble, ça va être génial. Vous avez le lien dans la description. Et en plus de ça, je suis en train de préparer une nouvelle vidéo dans le même thème un petit peu que comment améliorer vos backgrounds, mais qui sera peut-être un peu plus autour des scénarios. Je vous en dis pas plus, ça viendra bientôt. Allez, allons parler à Noura Dendiwar. Qui est là, c'est bon. Commandant, en quoi puis-je vous aider? J'ai plein de talents, hein. Vous n'avez qu'à demander. Ils ont écrit Kous. Dommage. Nora vous jette un regard plein d'enthousiasme. Elle tient dans ses mains un carnet et un encrier de voyage. Vous avez entendu parler de ma blessure, celle que j'ai à la poitrine et qui se rouvre parfois. Pourriez-vous me dire s'il s'agit d'une sorte de malédiction démoniaque? Oui, tout à fait. On m'a fait part de votre affliction, répond Nora en jetant un œil au milieu de votre poitrine. Pouvez-vous rouvrir la paix à volonté? Non? Ah, dommage. Et ça vous inspire quoi? Eh bien, c'est difficile à dire. Je connais des armes qui infligent des balafres, qui ne guérissent jamais, des poisons qui empêchent de guérir. Il y a aussi des malédictions de sorcières qui donnent lieu à des blessures éternelles. Mais des plaies qui se rouvrent et se referment sans fin, non, je vois pas. Il faudra réfléchir. Et vous avez déjà rencontré d'autres gens comme moi? Je suppose que non. Voyons. En 4671, un caporal de l'armée du Mendev a vu tous ses os et cartilages changer en filaments de verre. En 4700, toute la peau d'un scribe de Kénabre s'est détachée d'un coup, comme si la pauvre avait été ébouillantée. En 4638, oh! Vous n'avez pas remarqué les insectes grouillants sur vous par hasard? Des sauterelles? Non? Des rats peut-être? Non? Ah, dommage. Nora vous lance un regard plein de regret. C'est dangereux, vous pensez? Oh, très certainement, oui. Mais vous êtes sous la protection de Diomedée. Elle vous a accordé des pouvoirs mythiques, comme on dit. J'imagine que l'héritière vous apportera son aide, non? Est-ce que vous avez remarqué si la blessure s'ouvre quand votre foi vacille? C'est peut-être le doute qui déclenche le processus. Fronçant les sourcils, Nora vous lance un regard inquiet. Ok, merci pour vos réponses. Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. J'aime penser sur ce sujet et consulter quelques-unes de mes encyclopédies. Ok, parlez-moi de vous. Nom d'une alpheline. J'ai des choses merveilleuses à vous raconter. Et vous? Vous choisissez le sujet le plus barbant. Enfin, si vous y tenez. Vous venez d'où? Gigère. Un état vassal qui n'a jamais été indépendant depuis sa création. Il y a plusieurs siècles. Ses habitants sont toutefois pétris d'une fierté nationale très déplacée. Ils attendent toujours le grand jour où ils seront enfin libérés de la domination du Shilax. Là-bas, la politique est un sport national. Il suffit que deux fermiers commencent à marchander le prix des betteraves pour que ça se termine par une dispute sur le thème de l'avenir de l'Iger indépendant. Mais si, vous savez, monarchie ou république, j'ai toujours trouvé ça hilarant, mais aussi assez hypocrite. Il y a beaucoup d'alflins comme moi dans ce pays, mais très peu sont des citoyens à part entière. La plupart sont des esclaves. Moi, j'ai une sacrée veine. Toute petite, j'étais déjà très frustré aussi. Ils m'ont envoyé à l'école au lieu de me condamner au labourage des champs. Ils m'ont appris à écrire et à compter, avant de me vendre au seigneur A- Axi- Axillar Tresbot. C'est avec lui que j'ai quitté l'Iger, où j'espère ne plus jamais remettre les pieds d'ailleurs. Et vous êtes retrouvé comment au service de la reine Galfrey? Eh bien, j'étais esclave du seigneur Asilar Axillar Tresbot, en Niger, mon pays natal. Ah, quel homme c'était! Il dominait le monde tel un rocher surplombant un tas de parasites. Un vrai héros, le seigneur Tresbot. Il m'a acheté comme une simple secrétaire, puis m'a fait apprendre l'histoire de la plaie du monde. Toute son histoire, volume après volume. Il a engagé des mentors pour me former, et m'a même fait suivre des formations auprès d'historiens de renom. Il ne voulait pas d'une simple esclave, il voulait une esclave avec une éducation impeccable. Le seigneur Tresbot avait décidé de se joindre aux croisades. Il croyait dur comme fer que les seigneurs des dieux du bien étaient faibles, et que seul un disciple d'Asmodéus saurait repousser l'invasion des démons. Il m'a emmené en tant que secrétaire, historienne et surtout chroniqueuse de ses exploits à l'intention des générations à venir. Face aux démons, le seigneur Tresbot a multiplié les exploits. Mais même un héros de sa trempe ne pouvait espérer seul défaire la paix du monde. Lors de son ultime combat,
Quand il a réalisé que la fin approchait, son dernier acte a été de couvrir ma retraite pour que je puisse raconter au monde tous ses hauts faits. Certains avancent qu'il n'a rien accompli d'héroïque. Il était bouffi d'arrogance et s'est couvert de ridicule. Moi je dis, qu'elle soit maudite ces langues de vipère. Mon périple mouvementé s'est ainsi terminé au Mendev, où j'ai recouvré ma liberté. C'est là que j'ai publié la biographie du seigneur Tresbot. Et bon, c'est pas pour me vanter, mais si en fait. Bien sûr, j'en suis fier. Le livre s'est vendu comme des petits pains. Il m'a même rendu célèbre quelque temps. C'est comme cela que la reine a eu vent de moi et elle m'a invité à sa cour. En fait, elle s'intéressait à la vie de mon seigneur et avait grand besoin d'une experte sur l'histoire de la plaine du monde. J'espère pouvoir vous être utile aussi à vous aussi. Ainsi, vous n'êtes pas une simple historienne. Vous êtes également écrivaine. Rédigerez-vous un livre sur ma croisade? Et pourquoi pas? Je m'y mettrai dès qu'on aura terminé avec ces démons. Faites simplement attention à ne pas suivre les pas du seigneur Tresbot. C'est une bonne petite blague parce que la personne qui écrivait le livre et qui servait de narrateur à l'histoire dans Kingmaker, c'était aussi une elfeline. Le monde est petit. Et est-ce que vous vénérez une divinité? En Niger, quand je n'étais qu'une esclave, on me frappait avec un bâton pour me forcer à vénérer Asmodeus. On me frappait en me disant que c'était pour mon propre bien. Depuis, je n'aime pas les temples. Je réagis bien qu'il y a différents dieux, comme Desna ou Kaidan, qui enseignent eux la bonté et la liberté, mais chaque fois que je renifle une odeur d'encens, je revois le bâton des anciens maîtres. J'en viendrai peut-être un jour à me tourner vers une divinité sans craindre d'être roué de coups pour mon manque de déférence. Pour l'heure, je laisse les autres prier à ma place. Les lèvres de Noura tremblotent, et son sourire s'efface. Noura semble sincère, mais vous sentez qu'elle tait quelque chose. Suspicious. Merci pour vos réponses. Bah, y a pas de quoi, mais n'hésitez pas à me demander quelque chose de plus intéressant. Comme l'histoire de la paix du monde? Oh, j'espère que vous avez des heures devant vous. Que vous laissez-vous savoir au juste? Eh bien, des heures non, 23 minutes oui. Parlez-moi du vieux Sarkaris. C'était une contrée impitoyable, habitée par de nombreuses tribus barbares de Kélid. Imaginez la Numérie, mais sans les montagnes de métal, ou le royaume des seigneurs Miamoth, et avec un climat plus tempéré. Voilà, vous avez le Sarkaris d'antan. Il était sous la férule de chamans et de prêtres qui vénéraient des divinités oubliées. On raconte qu'avant même l'apparition de la plaie du monde, la frontière entre les mondes y était déjà particulièrement ténue. Depuis des temps immémoriaux, Descaries plonge ses griffes dans l'esprit de ses habitants et son culte y a prospéré pendant des siècles. La Roden a bien essayé d'éradiquer ces pratiques, mais il est mort. D'accord. Et vous savez comment est apparue la plaie du monde? Elle est apparue la même année que la mort d'Aroden, en 4606. Soit il y a un peu plus d'un siècle. On ignore s'il s'agit d'une coïncidence ou s'il y a un rapport avec la disparition d'Aroden, mais je vais vous dire tout ce que je sais. Les prêtres et les chamans qui régnaient sur Sarkaris haïssaient la magie profane et tous ses pratiquants. Ils s'en prenaient aux magiciens et aux ensorceleurs en les bannissant dans le meilleur des cas. Et ils ont donc fait enfermer une sorcière du nom d'Arilu Vorlich. Nous ne savons rien d'elle, si ce n'est son nom, et les horreurs qu'elle a commises bien sûr. Par un moyen qui nous reste mystérieux, elle a réussi à maîtriser la terrible puissance de Descari, le seigneur démon. Ensemble, ils ont déchiré la barrière qui séparait les mondes, ouvrant une faille menant vers les abysses au beau milieu de Sarkaris. La plaie du monde s'est ensuite étendue lentement mais inexorablement, dévorant de plus en plus de terre. En quelques années, Sarkaris n'était déjà plus qu'un souvenir. Après quelques instants de silence, Nora ajoute doucement. Parfois, je me demande ce qu'ils ont fait subir à Arilu, dans cette prison. On est venu à s'ouvrir aux abysses, à la seule condition que les démons dévorent également ses bourreaux. Elle n'était plus qu'un puits de haine sans fond. Terrifiant. On est à la 5e croisade, il me semble. C'est-à-dire qu'il y en a eu 4 avant. Vous pourriez me parler de la première croisade? Elle a été lancée en 4622. Eh oui, il a fallu à l'Église et aux autorités séculières presque 20 ans et des centaines de milliers de morts se décider à passer à l'action. Pourtant, seules quelques poignées de volontaires s'étaient engagés en faveur de la défense de Sarkaris. Quand la croisade s'est ébranlée, les démons avaient déjà envahi le Mendev. Les croisés les ont repoussés aisément et sur tous les fronts. À l'époque, on s'est réjoui d'un triomphe total. Sur les terres reconquises, on a fait bâtir Dresden, une forteresse indestructible qui devait servir de capitale aux croisés. En 4630, soit 8 ans après son début,
La première croisade a été déclarée victorieuse. Le premier triomphe des croisés, hélas, a aussi été le dernier. Ah oui? Et il s'est passé quoi pendant la deuxième croisade? Eh bien, en 4638, la plaie du monde a recommencé soudainement à s'étendre sur les ailes d'une nouvelle vague de démons. Les croisés ont accueilli la nouvelle avec joie. Ayant déjà mis les forces des abysses en déroute une fois, ils voyaient d'un bon œil cette nouvelle chance de prouver leur valeur. Ils se berçaient d'illusions. Au lieu de bandes disparates et désorganisées, ils se sont retrouvés face à une véritable armée. Dresden a été assiégée, et les croisés, poussés à la retraite, ont cédé toutes les terres qu'ils avaient reconquises. Tout ce qui restait du Sarkaris s'est retrouvé aux mains des démons. Pendant que les monstres ravageaient les terres livrées à leur merci, les croisés ont érigé la chaîne des pierres de garde le long de la frontière bordant la plaie du monde. C'était là le cadeau d'Iomédae de son héros. Cela a été le seul succès de la deuxième croisade. Mais elle a eu le mérite d'arrêter la croissance de la plaie. Ce qui s'annonçait comme un désastre absolu s'est transformé en statu quo au prix de sacrifices colossaux, dont, on le rappelle, une très grande partie des anges Diomédée. Ok, la troisième croisade. Environ 50 ans après l'ouverture de la plaie du monde, Descaris s'est trouvé un aliénin. Un aliénin. Ah non, ok, c'est en deux mots en fait. S'est trouvé un allié en la personne de Baphomet, ils sont collés les mots, un seigneur démon rusé et sournois qui préfère agir dans l'ombre que sur le champ de bataille. Il a pour l'habitude de monter ses ennemis les uns contre les autres et d'amener les vertueux à s'engager sur la voie du mal. Les traîtres à son service ont commencé à infiltrer les rangs des croisés. Et nous nous en avons déjà croisés. Pas des croisés, hein, des serviteurs de Baphomet. Attention, jeu de mots. Pendant quelque temps, personne n'a rien soupçonné, même si les revers s'accumulaient. Trop souvent, on a remisé honneur et vaillance au placard pour privilégier la cupidité et la méchanceté crasse. Tout scandale était aussitôt étouffé dans l'œuf. En 4665, l'Église a donc annoncé une nouvelle croisade pour tenter de remonter le moral des troupes. Moins que l'on puisse dire, elle a échoué. Certains ont combattu les démons avec acharnement, au point de caresser même l'espoir de reprendre Dresden. Mais ce qu'il faut retenir de la troisième croisade, c'est qu'elle s'est illustrée par une gigantesque chasse aux sorcières. Si les inquisiteurs ont voulu purger les rangs de l'armée de toutes les fanatiques qui s'y terraient, ils ont surtout encouragé les dénonciations à l'emporte-pièce et la suspicion généralisée. Il est même arrivé que deux ordres s'accusent mutuellement et s'anéantissent pour le plus grand plaisir des démons. À peine 3 ans plus tard, en 4668, l'Église a mis fin à cette disgrâce. De toutes les croisades, celle-ci a été la moins glorieuse. Et la quatrième, celle qui m'a précédé, c'était comment? Comme on devait s'y attendre, les démons n'avaient aucune intention de rester tranquillement massés auprès de la barrière des pierres de garde. Ils ont continué à viser Kenabre, dans le but d'atteindre et de détruire la pierre qu'elle renfermait, ou du moins d'en égratigner la surface, voire, à défaut, de la profaner par tous les moyens possibles. Les croisés ont inlassablement repoussé toutes ces tentatives. La quatrième croisade a duré 15 ans, 15 années épuisantes de guerre de tranchées. Les démons se lançaient à l'assaut et subissaient un échec cuisant. Les croisés en profitaient pour passer à l'offensive à leur tour, avant de devoir bien vite rebattre en retraite eux aussi. Un véritable carnage sombre. Si la quatrième croisade a réussi quelque chose, c'est de protéger toutes les pierres de garde. Aucune terre n'a été conquise. Et je ne parle même pas de Dresden. Toutes ces vies perdues juste pour maintenir le statu quo. Imaginez comme ça a miné le moral des troupes. Eh bien, merci pour vos réponses. C'est un plaisir. Faut juste penser à m'arrêter, sinon je risque de pérourer pendant des heures. Eh ben, je dois y aller. Vous avez des questions, revenez me voir. Non, on a tout ce qu'on a besoin de savoir. Ça nous aura pris que 7 minutes, elle était pas si bavarde finalement. Nous sommes médisants. Alors, hop, on retourne dans la tente. Allons parler à Nevia. Elle n'a rien à nous dire. Parfait. Il est donc temps de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu. Comment ça fonctionne tout ça. Pas le jeu, on l'a déjà vu, hein, mais je parle de la gestion de troupes, de guerre et tout ça. Alors, on sort, on choisit qui c'est qu'on recrute. Donc nous ne voulons pas Camélia. Non. On veut Lan. On accepte et c'est parti.
Et voilà, nous voilà sur la carte du monde. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. Notre objectif, c'est Dresden, c'est ici. On va vite fait enlever les noms. Non, c'est bon. Donc voilà, notre objectif, il est ici, Dresden. Et on va devoir faire le chemin là, comme ça. Hop. Venir ici pour arriver là. On a quelques lieux à visiter. Quelques armées à combattre. Alors, on n'est pas obligé de combattre tout le monde. Mais on va combattre tout le monde, hein. Comme je le disais, c'est écrit qu'on est pressé, mais on n'est pas pressé. Là, c'est la quête de Dairan, où on doit aller chez lui. Là, c'est la quête du prêtre qui nous avait dit qu'il fallait qu'on le rejoigne dans son petit village un peu paumé. Là, c'est une quête pour Nenio. C'est ce qu'elle nous a demandé, aller dans les ruines sans nom. Et ici, c'est pour la quête de Scylla, et là, je sais plus. Alors, nous pouvons contrôler deux choses. On peut contrôler notre groupe, Arcane ici, et on peut contrôler notre première légion. D'ailleurs, on peut même le changer de nom si mes souvenirs sont bons, et lui définir un leader. Donc, on va commencer directement par acheter un leader. Voici les choix qu'on a. Nous pouvons lui donner comme leader un orc intimidant qui peut mettre des malus aux ennemis. Nous pouvons lui mettre une druide, Soraviel Plaide Drum, qui va permettre d'être meilleur avec les unités à distance et de donner un petit bonus de toucher. Farquist Darn, qui rend les troupes meilleures au combat, et qui en même temps peut balancer des petits sorts pour faire quelques petits dégâts sur les armées. Incroyable. Nous avons ensuite Meringar, Viron. Donc il a aussi la bénédiction qui donne +1 pour taper, mais il nous permet aussi d'aller plus vite. Alors, plus vite, on n'a pas forcément besoin. Je crois qu'on a encore qu'on a des archers. Donc on va prendre Soraviel. Elle sera très bien pour un premier temps. Voilà. On la met. Et c'est bon. Donc là, nous avons un groupe de fantassins ici. 100 fantassins. Et c'est rien, c'est complètement ridicule. Les premières armées qu'on va croiser ont largement plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer en mode recrutement. Voilà. Alors, voici les ressources qu'on a. Nous gagnons plus de 100 de trésorerie. Nous avons actuellement 1500. Nous avons dépensé 500 pour le leader. Nous avons des matériaux et nous avons faveur divine. Alors, globalement, les paladins se recrutent avec des faveurs divines et c'est pas achetable. Par contre, les matériaux, c'est achetable. Donc, on peut dépenser du vrai or pour avoir de la trésorerie ou pour avoir des matériaux. Alors, pour le moment, on a surtout besoin de fonds. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter les armées qui sont disponibles. Donc là, on a 100 fantassins et 40 archers. Alors, on va recruter directement les 40 archers. On n'a pas assez de thunes. C'est pas grave, on va faire buy ressources. Tout mettre en ressources. Voilà, donc j'ai plus de thunes. Mais maintenant, je peux recruter tous les archers. Voilà. Et je recrute aussi un maximum de fantassins. Voilà, on est pas mal. Je recrute. Ça nous crée une deuxième légion qui se trouve à Canabre. Le seul problème en fait de cette partie, c'est que chaque fois qu'on va devoir recruter des troupes, elles apparaîtront à Canabre et donc on va devoir les faire revenir, remonter tout le chemin jusqu'à rejoindre l'armée principale. Donc pour éviter ce problème-là, on va jouer au con et on va se mettre ici, combiner les armées. Fantassin, ça va là-dedans, les archers, ça va derrière. On va même splitter ça, voilà, pour avoir deux teams. Splitter ça aussi pour faire deux teams. Alors, ça tape moins fort, mais d'un autre côté, bah voilà, on a plus de possibilités de frappe. Et tout ce qu'on a à faire, c'est passer les journées. Ah oui. Ah, c'est nul, hein. Donc, on va explorer un petit peu avec notre groupe. C'est parti. Alors, il nous faut Soziel ici. Donc, on reviendra un peu plus tard. On va avancer un poil. Les anomalies magiques sont fréquentes sur Colario. Si fréquentes que l'utilisation du terme anomalie est très discutable. En moyenne, un citadin ordinaire assistera à une manifestation chaotique d'un pouvoir surnaturel au moins une fois dans sa vie. On pourrait donc supposer que les particularités de la plaie du monde, comme le ciel étrange, les flammes spectrales jaillissant de failles dans la terre, ou les pluies de globes oculaires, ne présentent pas un défi si particulier. Toutefois, même les voyageurs les plus aguerris marquent une hésitation à l'approche de ces terres tourmentées. Pourquoi? Sans doute réalisent-ils au plus profond d'eux-mêmes que l'endroit dépasse la simple étendue déserte magique. Non, il s'agit d'une blessure, un ulcère, où le sang du monde goutte dans les abysses.
À la tête de son armée, le commandant progresse le long de la haute rive du Célène occidental, non loin de la bordure de la plaie du monde. Quand la marche des soldats s'interrompt brutalement, sur l'autre rive s'élève une série de falaises aux formes trop régulières pour avoir été ciselées par les éléments. Sur les arêtes acérées et les courbes répugnantes, dénote un ciel d'une couleur de mercure virant lentement à la rouille sale. Il ne reprend vraiment sa teinte azur familière qu'au-dessus des têtes des croisés. Des murmures et des grognements s'élèvent dans les rangs. Le commandant se sent la cible de tous les regards. Quelque part au milieu de la foule, la reine du Mendev observe la situation. Je rappelle que nous l'avons invitée, c'est pour ça. Alors que son anonymat est préservé par une armure ordinaire, nul doute qu'elle ne jauge celui à qui elle a confié les rênes de son armée. Le commandant ordonne aux troupes de maintenir leur position et gagne la position la plus élevée, où il décide de scruter les environs et de gagner du temps, ou de s'adresser aux soldats pour leur remonter le moral, ou donner l'exemple en prenant la tête des troupes. J'ai envie d'y aller à coup de diplomatie. On a quand même plus 16 grâce à Daeran. Allons-y. Sans surprise, c'est un succès. Quiconque dirige une armée doit savoir établir un lien avec ses troupes. Selon les mots choisis, il est possible de gagner la confiance de ses hommes, de gonfler leur morale, ou au contraire, de perdre la face et de porter un coup sévère à sa propre autorité. En prenant le temps de haranguer ses soldats à la limite de la plaie du monde, le commandant vise à s'imposer comme le chef militaire légitime de ce nouveau champ de bataille. Et ces efforts portent leurs fruits. Les soldats écoutent avec attention et des sourires fleurissent dans les rangs. Une plaisanterie fuse. Les démons finiront par mourir d'ennui si l'armée ne reprend pas sa marche. Peu après, les troupes s'ébranlent sans rechigner. Les rangs de soldats s'enfoncent prudemment sous le voile de bas de nuages noirs. On dirait presque la plaie du monde tend un doigt de ténèbres vers les terres du Mendev. Si le présage est sinistre, il semble aussi assez inoffensif, jusqu'à ce que les nuages se convulsent et projettent des séries de tornades hurlantes de tous côtés. Les soldats sont assaillis par des vents hurlants et tourbillonnants. La force des éléments d'un côté, le foie et l'inspiration des soldats de l'autre, il n'est pas difficile de voir de quel côté penche la balance. L'armée, déterminée, brave les rafales meurtrières pendant une longue demi-heure. Mais elle ne déplore à la fin que la perte de quelques sacs de ravitaillement et d'une dizaine de couvre-chefs emportés par la tourmente. Après une courte pause pour reprendre leur souffle, les soldats reprennent leur chemin. La première confrontation avec la plaie du monde se solde à leur avantage. Oui, ça va, c'est du vent, hein. Bon, en réalité, si on avait raté nos jets, ce qui est peu probable, on aurait pu subir, je crois, des pertes. Mais tout va bien. Alors, on avance un petit peu. Hop, on a Scylla dans notre groupe? On a Scylla dans notre groupe. Parfait. On va gentiment aller jusqu'ici. On voit que nos personnages sont fatigués. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir. Et comme je ne suis pas spécialement fan de dormir nulle part, parce que ça donne de la corruption, mais on est juste à côté du camp, donc c'est pas trop grave. On va juste faire dodo. Toc, on est pas mal. Voilà, on commence à être un peu corrompu par les terres abyssales. Ça va bien se passer. C'est pas non plus trop compliqué. Alors, le truc, c'est que la vidéo commence déjà à être avancée, donc on va éviter de rentrer dans les zones tout de suite. Donc on va avancer un tout petit peu. On va rester ici. Puis je vais devoir terminer la partie un petit peu en avance, comme ça. La prochaine fois, on se fait les deux endroits, donc le, le cœur ici, et puis le village que nous avait demandé d'aller voir notre nouvel ami Soziel. Comme ça permettra d'avoir des vidéos qui sont bien rythmées. Sinon, des fois, c'est un petit peu chiant quand même hein, d'avoir une scène coupée en deux, quoi. Ce serait quand même dommage. Et on va éviter ça. Et j'en profiterai du coup, une fois qu'on aura fait ces deux endroits-là, pour passer les journées, donc sur la vidéo d'après, assez rapidement pour faire grossir notre légion, globalement gratuitement, hein, je rappelle. On gagne ça chaque jour, donc on a juste à attendre, et ça monte tout seul. Donc vraiment, c'est tranquille. Par exemple là, on pourrait déjà recruter des assassins, des fantassins. Hop. Bon allez, je vous dis salut, à la prochaine. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord, hein, je vous y attends. À lâcher aussi un petit pouce en l'air, un petit commentaire, pour dire à quel point c'est trop bien tout ça. Et à demain. Allez, salut, salut, salut.